Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Le webinaire va commencer d'ici quelques secondes maintenant. Juste le temps pour moi de préciser quelques petites règles. Donc le webinaire va durer à peu près une trentaine de minutes. Vous recevrez toutes et tous le support de présentation après le webinaire. Donc vous n'avez pas besoin de nous le demander, il arrivera directement dans votre email. Et puis surtout, vous pouvez poser vos questions en direct. Dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre sur le moment. Et sinon, on se réservera un moment à la fin. On va donc démarrer. Donc, comme vous avez pu le voir quand vous êtes inscrit, ce webinaire, c'est 3 raisons de mesurer le Net Promoter Score dans votre organisation. Commençons par le sommaire. Tout d'abord, on va redéfinir très rapidement ce que c'est que le Net Promoter Score. Normalement, si vous êtes ici, c'est que vous en avez déjà une bonne connaissance, une bonne conscience. Mais néanmoins, pour permettre que tout le monde comprenne bien, on va redire un peu les définitions rapides. Et on va voir ensuite comment il s'interprète. Et puis surtout, on va voir ces fameuses 3 raisons, qui sont la première raison, l'aide à la prise de décision. La deuxième, la segmentation de la base client. Et le troisième, augmentation de la rétention des clients, donc de savoir limiter le churn et l'attrition. Pour nous présenter très rapidement à vous, donc nous sommes la société Vocasa. Vocasa, c'est plus de 15 ans d'innovation, même maintenant bientôt 17 ans d'innovation, plus de 300 clients actifs. On est présent sur Paris, Avignon et Grenoble et on fait des projets à la fois sur la France, l'Europe, mais aussi le monde en fonction de nos clients. Pourquoi on peut se permettre de donner ce type de webinaire-là ? Parce qu'on a une grande expérience dans le domaine. On a une suite logicielle qui est dédiée à la mesure de l'expérience client et collaborateur pour faire des enquêtes, pour mesurer la satisfaction, pour justement piloter cette amélioration continue et pour faire ce qu'on appelle la facilitation de l'adhésion des équipes. Parce que c'est un point qu'on va voir aujourd'hui, mais pour faire un bon projet d'expérience client ou de Net Promoter Score, il faut être capable d'impliquer aussi vos équipes. Donc on va plonger directement dans le cœur du sujet du jour, tout savoir sur le Net Promoter Score. Et tout d'abord, un peu d'histoire. Le Net Promoter Score, donc, c'est un indicateur qui a été inventé en 2003. On vous redonnera le nom de son créateur dans quelques slides, mais c'est un créateur américain qui, après des années de recherche dans la mesure de la satisfaction et dans la mesure de la satisfaction client, a été capable de mesurer et de créer un indicateur simple, du coup facile à utiliser, pour permettre de mesurer la recommandation des clients. Donc le Net Promoter Score, c'est tout simplement un indicateur qui permet de mesurer ce que l'on appelait avant le bouche à oreille, mais de façon très factuelle, et cela auprès d'une marque, d'un produit ou d'un service. De façon très simple, en fait, ça permet de mesurer la part de vos clients qui seraient prêts à vous recommander pour vos produits et pour vos services. C'est un outil de gestion qui est très performant, qui évalue la viralité d'une marque, le pouvoir de recommandation des clients, et c'est tout ça qui a du sens, en fait, dans la puissance de cet indicateur et dans le pourquoi il s'est développé très rapidement depuis 2003. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau, entre guillemets. Il n'a pas tout à fait 20 ans, mais presque. La grande force du Net Promoter Score, c'est sa simplicité. Et c'est ce qu'on dit toujours. Un bon indicateur doit être un indicateur simple, facile à construire, facile à comprendre, facile à mesurer dans le temps. La question, elle est simple. Vous pouvez la voir affichée à l'écran. Recommanderiez-vous notre produit à vos amis ou à vos collaborateurs ? L'échelle, elle est simple aussi. C'est une échelle de 0 à 10. Je le répète, une échelle de 0 à 10, pas de 1 à 10. Pas de 0 à 9, pas un oui, non. C'est une échelle de 0 à 10 quand on veut faire un vrai Net Promoter Score, avec une pondération qui est facile à comprendre et qui se calcule très simplement. Les détracteurs sont les personnes qui vous ont mis de 0 à 6. Les neutres et ce qu'on appelle les passifs sont ceux qui vous ont mis 7 à 8. Les promoteurs, eux, sont des gens qui vous ont mis 9 ou 10. Et ça devient un calcul qui est très simple. C'est le pourcentage des promoteurs auquel on va soustraire le pourcentage des détracteurs. Attention, on n'obtient pas un pourcentage, ni même un ratio. On a un score qui s'exprime de moins 100 à plus 100. Et donc, quand on a un Net Promoter Score de 20, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on a 20% de nos clients qui nous recommanderaient. C'est un score de 20. Le calcul est un peu différent. Notre conseil à nous, c'est toujours de relier le Net Promoter Score à une question ouverte. Puisque quand on a des outils d'analyse sémantique, ça permet de faire des travaux très très intéressants pour comprendre les raisons et pour aller plus loin qu'une simple question fermée.
Deuxième conseil également, c'est plutôt de disposer la question de Net Promoter Score à la fin du questionnaire. Ça permettra d'avoir des notes plus nuancées, puisque la personne se sera déjà exprimée avant sur éventuellement des insatisfactions. On le répète toujours, mais le Net Promoter Score n'est pas un indicateur de satisfaction. C'est un indicateur de recommandation. Ce sera plus représentatif de la réalité s'il est positionné à la fin. Voilà, pour les petits récapitulatifs de ce qu'est le Net Promoter Score. On a donné un webinaire il y a juste un mois de ça qui reprécisait tous pour tour. Et donc, s'il y a des gens qui veulent creuser, vous pouvez aller sur nos replays, sur notre chaîne Webikeo. Le dernier webinaire joué en date précise énormément de choses sur ces éléments-là. Dans les webinaires, on est obligé d'aller factuellement sur des sujets plus rapides, évidemment, parce qu'on est limité dans le temps. Et le but de ce webinaire-ci, c'est de donner les raisons de la mesure de ce Net Promoter Score. Pourquoi finalement les marques, les entreprises, les directions aujourd'hui choisissent de mesurer cet indicateur? Tout d'abord, c'est une aide à la prise de décision. Pourquoi? Parce que c'est une mesure standardisée sur laquelle on peut faire un benchmark en continu pour suivre des évolutions d'action. C'est aussi un pilotage efficace pour vos services, vos agences, vos entités locales, vos business units. On va voir comment et pourquoi. Et ça permet également de la décision stratégique, justement faite à partir des feedbacks clients, et pas uniquement à partir d'éléments qui ne seraient que financiers, qui ne seraient que géographiques, qui ne seraient que temporels. Ça permet de redonner aussi du sens à certaines décisions. On va dérouler tous ces points-là, évidemment. La mesure standardisée. Alors cet indicateur-là va nous permettre de nous comparer, en fait, avec tout ce qui se passe autour de nous. À partir du moment où vous respectez la vraie échelle du Net Promoter Score, donc de 0 à 6 détracteurs, 7 à 8 passifs, 9 et 10 promoteurs, on va pouvoir se comparer avec son environnement et forcément avec ses concurrents, si on respecte bien le standard, toujours de 0 à 10. Mais on va aussi, surtout, pouvoir se comparer à l'intérieur de son entreprise, notamment quand on a une organisation en réseau. Et ça, c'est très très puissant dans les tableaux de bord qu'on peut fournir. Évidemment, être capable de se comparer à l'intérieur de son réseau. On peut se comparer aussi au sein d'un même secteur d'activité. Ça offre plus de pertinence dans le sens où ça va permettre de se situer par rapport à l'ensemble de ses concurrents, ceux qui ont un rapport avec vous. Ça fait du sens quand je suis fournisseur d'écrans, par exemple comme LG, si je viens me comparer avec des écrans de Samsung, par exemple. Ça fait sens. Par contre, c'est difficile de se comparer à Nespresso et à l'indicateur Net Promoter Score de Nespresso si je suis dans le secteur bancaire. Ça n'a pas de sens en soi. Et c'est encore plus difficile de se comparer à Amazon si on ne fait pas de la vente en ligne. Ça n'a pas de sens non plus. Alors, attention parce que de temps en temps, ça n'a pas non plus beaucoup de sens de se comparer au sein d'un même secteur. Je prends le secteur de l'habillement, par exemple. Il ne va pas être cohérent de vous comparer aux notes de Prada, de Fendi ou autres si vous faites de l'habillement pas cher, de la friperie ou tout ça. Ça n'a pas de sens parce que forcément, les ambitions, les visées ne sont pas du tout les mêmes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour étayer un petit peu encore tout ça, par exemple, si vous avez un Net Promoter Score, donc je le redis, c'est un score, pas un pourcentage, de 60. C'est un excellent score, notamment dans les pays latins. Si la moyenne de votre secteur, elle, est à 70, ça veut dire que vos concurrents ont un avantage sur vous et que vous devez mener des actions pour les rattraper, voire même pour les dépasser. Ça va permettre aussi de trouver ce qu'on appelle des insights pertinents. Notamment, c'est pour ça qu'on pose des questions ouvertes à côté d'un Net Promoter Score. À l'inverse, si on a un Net Promoter Score de 40, mais que la moyenne dans notre secteur, elle est de 20, là, on va pouvoir se dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire de la surqualité, par exemple? Ou est-ce que finalement, on n'a pas pris justement, nous, un avantage compétitif sur nos concurrents? Et c'est peut-être pertinent de creuser pour mieux comprendre lequel. Il est donc très pertinent d'avoir cette mesure standardisée quand on souhaite se comparer, que ce soit à l'intérieur d'un même secteur, mais plutôt à l'intérieur d'un même réseau. Parce que c'est encore mieux de se comparer quand on a des produits évidemment comparables, quand on a des ambitions qui, elles aussi, sont comparables. Alors, pour creuser un peu, on va aller sur la notion de benchmark continu pour suivre l'évolution des actions. Là, on n'est plus dans le benchmark sectoriel, mais on est dans le benchmark temporel. Au-delà de la comparaison sur le secteur et par rapport à nos concurrents, l'idée, c'est d'être capable de se comparer dans le temps et dans l'espace. Alors, il va être possible de savoir si les efforts que vous avez fournis ont un impact. Et ça va permettre de détecter d'éventuelles anomalies. Comme vous le voyez à l'écran, à un moment donné, par exemple, on a un creux dans la courbe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce creux? Comment ça se matérialise?
qu'est-ce qui a conduit à tout ça. Ça va permettre de visualiser très facilement par le temps la fidélité de vos clients. Il n'y a aucune société aujourd'hui qui est à l'abri d'un bad buzz, qui est à l'abri d'un dysfonctionnement à un instant T. Ça peut être, il y a une grève qui s'est passée, il y a des livraisons qui se font plus parce qu'il y a une pandémie, et du coup on est impacté dans ce qu'on est capable de livrer à nos clients. Tout le monde peut avoir des accros. L'important, c'est évidemment d'être capable de les corriger et d'être en capacité de voir si les actions prises se ressentent et se visualisent dans le temps. C'est-à-dire qu'on a pu délimiter que, en effet, le Net Promoter Score moyen et médian de la société en question est de 40, par exemple. Donc tout ce qui va être en dessous de 40, c'est qu'on est en dysfonctionnement. Et donc ça peut être aussi très intéressant de mesurer dans le temps pour avoir une mesure en continu sur cet indicateur-là. Fidéliser aussi un client, ça va être essentiel pour toute entreprise. On va pouvoir avoir une stratégie de fidélisation grâce à ça parce qu'on le sait tous. C'est un lieu commun que de le dire, mais d'avoir une stratégie de fidélisation, ça coûte 7 à 10 fois moins d'efforts de temps, mais aussi d'argent, qu'une stratégie d'acquisition. Donc on a tout intérêt à savoir mesurer tout ça, évidemment. Alors je regarde un peu les questions, j'en profite. Comment connaît-on le Net Promoter Score par secteur ? Bon, alors en France, on est assez tatillon, et beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes à partager leur Net Promoter Score. C'est moins vrai aux États-Unis. Donc aux États-Unis, on a des mesures par secteur qui se font. Ça peut donner une tendance, en sachant bien que les anglo-saxons notent différemment des latins. Et en l'occurrence, sur le marché français, on est plutôt latin. Amélie nous demande « Pouvez-vous me rappeler l'argument de positionner la question du Net Promoter Score en fin de questionnaire ?» Alors c'est pour permettre aux gens de s'exprimer éventuellement sur leurs insatisfactions avant. Par exemple, de poser des questions. La question du CSAT, la question sur la satisfaction de l'accueil, la satisfaction de la politesse de vos agents, etc. Et comme ces questions seront avant et qu'ils auront déjà exprimé leur insatisfaction dessus, là, ils vont vraiment se concentrer sur cette notion de recommandation. Et c'est pour ça qu'on conseille plutôt de le mettre à la fin. Généralement, les réponses sont plus véritables, elles sont plus vraies. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc je continue. Le troisième point, ça va être un pilotage efficace de vos services, de vos entités locales ou de vos business units. Le Net Promoter Score, ça permet de détecter les efforts supplémentaires à mener sur tel service, telle agence, telle boutique, tel business unit de votre organisation. Ainsi, on va pouvoir découvrir ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré, et de capitaliser sur votre savoir-faire pour mettre en place, justement, par exemple, des mentorats, des groupes de travail à l'intérieur d'une même entité. Ça va aussi vous permettre de percevoir la moyenne de votre entreprise. La moyenne groupe, la moyenne filiale, la moyenne pays, la moyenne par type d'offre, la moyenne par gamme d'offres. Donc tout ça, ça peut être très pertinent. Parce que là, on est au sein d'une même structure qui est du coup très comparable. Par exemple, vous avez 100 agences en France, votre moyenne de Net Promoter Score est de 35, mais vous pouvez avoir une agence sur Nantes qui va être à 42, alors que celle de Perpignan, elle, est à 27. Le bon réflexe, ça va être de bien comprendre les bonnes pratiques qui impactent positivement le Net Promoter Score de l'agence de Nantes. Parce que ces bonnes pratiques, elles peuvent être répliquées. On peut communiquer dessus, on peut s'en servir justement comme d'un mentorat entre vos différents directeurs et directrices d'agence, si on est dans un réseau d'agences. À l'inverse, ça va permettre aussi de voir ce qui impacte négativement l'agence de Perpignan. Comme ça, on pourra l'aider pour qu'elle puisse atteindre le niveau standard de la structure. Parce que si votre niveau standard est à 35 et qu'il y a une structure qui est à 27, peut-être qu'elle a rejoint votre réseau depuis moins longtemps. Qu'elle n'a pas pris tout ce qu'il fallait prendre de votre réseau, de votre franchise, si vous fonctionnez en franchise, ou encore de votre concession, etc. Donc il faut être en capacité de l'aider et de voir ce qui lui manque comme élément pour l'amener jusqu'à votre standard. Voilà, donc ça permet également ce type de mesure-là et c'est très puissant dans ce sens-là, notamment donc à l'intérieur d'un réseau. On a énormément de clients qui sont organisés avec un siège, des entités régionales et puis locales. C'est hyper pointu. C'est hyper pertinent, évidemment, d'en savoir plus et d'être capable de mesurer tout ça. Ça va aussi permettre de faire de la prise de décision stratégique à partir de feedback client. C'est ce que je vous disais en préambule. Décider, prendre des décisions en fonction d'éléments financiers, c'est bien, mais on a vu que dans certains secteurs, il ne faut pas faire que ça. Et pouvoir prendre en considération des éléments de feedback client, des éléments qui viennent de l'humain, c'est très important pour avoir des prises de décision éclairées sur certains sujets. Je vais donner quelques exemples. À partir d'un exemple simple. Vous travaillez en partenariat avec une société de transport
qui livre vos produits pour votre partie livraison. Et vos écoutes clients montrent que tout se passe bien dans le parcours client, hormis le moment de la livraison. Donc, le moment de la livraison devient un pain point. À ce moment-là, ça peut être, par exemple, l'analyse des verbatims qui peuvent nous montrer que la plupart du temps, les livreurs ne respectent pas les horaires, se montrent impolis, se montrent irrespectueux envers les personnes qui sont livrées, etc. Et grâce à ça, on va pouvoir être en correction. On va pouvoir prendre une décision stratégique. C'est peut-être temps de changer de partenaire de transport. Peut-être c'est le temps de se dire qu'il faut réinternaliser le service transport au sein de l'entreprise. C'est peut-être le moment de dire aux partenaires avec qui on travaille depuis très longtemps qu'on souhaite qu'ils s'améliorent, ou bien qu'ils doivent s'améliorer sur tel et tel point pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Donc ça peut être très intéressant. On peut avoir le même cas dans les services achats. Les services achats, depuis de longues années, étaient sous-traités à des tiers, qui font pas forcément toujours un très bon travail, et les clients peuvent très mal percevoir cet aspect-là. Et du coup, on va avoir des matrices, un peu comme vous le voyez ici, des matrices de satisfaction-importance, qui vont permettre de définir ce sur quoi on doit capitaliser, ce sur quoi on doit communiquer, ce sur quoi on doit prendre des décisions, etc. Alors, on a plusieurs questions. À quelle fréquence doit-on la calculer? Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais si c'est du Net Promoter Score, généralement, c'est plutôt un indicateur qui se calcule en continu. C'est-à-dire qu'on est sur un processus. Par exemple, suite à la livraison, comme je disais, si vous faites des livraisons tous les jours, il y a du Net Promoter Score qui s'affiche tous les jours. On nous pose également la question, à quel moment du parcours client? Donc ça, ça c'est ce que peuvent déterminer justement nos services. Avec différents ateliers de travaux, etc., pour voir où il faut qu'on positionne les mesures, parce que sur votre parcours client, vous avez peut-être 50 interactions. Et il est hors de question d'envoyer 50 enquêtes de Net Promoter Score sur ces 50 interactions. Il faut en choisir 3, 5, 6, celles qui sont les plus pertinentes en fait. Pour faire que vos clients ne reçoivent pas des enquêtes tous les 2 jours. Sinon, ils ne vont plus du tout vous répondre. C'est très important en effet de choisir les mesures qui vous semblent les plus importantes. Alors, le deuxième point, c'est la segmentation de la base client. Ça va être évidemment très pertinent. Le Net Promoter Score vous permet de classer vos clients en 3 catégories. Vous pouvez avoir chez vous des clients Gold, Platinum, VIP, selon ce que vous aurez choisi de travailler, mais ça, c'est votre vue à vous, c'est ce qui vient de vous, qui peut se baser sur du chiffre d'affaires, sur de la récurrence d'achat ou autre. Mais là, la segmentation par cette information-là, elle vient du client. C'est-à-dire que c'est le client qui vous dit « Bonjour, moi je suis détracteur. Bonjour, moi je suis passif. Bonjour, moi je suis promoteur. » Et c'est pour ça que ça va être très pertinent de pouvoir les taguer dans vos bases de données clients, parce que derrière, on va pouvoir décliner des actions qui ne sont pas les mêmes. On va du coup avoir 3 profils de clients. Les détracteurs, il faut savoir définir qui ils sont. Pourquoi ils sont devenus détracteurs. Ça, c'est le rôle des enquêtes, de définir tout ça. Mais après les résultats, on va pouvoir avoir des actions, et notamment contacter très rapidement les détracteurs avant qu'ils aillent faire vraiment du bad buzz ou autre. Et généralement, c'est dans les 48 heures. Il faut les recontacter pour connaître la cause réelle. Est-ce que c'est une réclamation, une rectification à avoir, une explication à donner, une incompréhension, une réparation de préjudice? Bref, tout ça va devoir se mettre en place très rapidement. Sur les passifs, on va plutôt avoir tendance à les contacter pour voir ce que l'on pourrait faire de mieux, afin qu'ils deviennent des promoteurs de votre marque, de votre produit, de votre service. Pour ça, il faut leur demander ce qui pourrait être amélioré, ou même mieux, leur demander via un questionnaire ce qu'ils trouvent chez vos concurrents qu'ils ne trouvent pas chez vous, par exemple. Donc ça, c'est évidemment très pertinent. Enfin, les promoteurs. Il faut également bien définir qui ils sont, mais on va surtout, après les résultats, demander aux promoteurs de témoigner, de donner des exemples pour les publier sur vos sites web. Plus généralement, d'ailleurs, les transférer au service communication. Il faut transmettre ces contacts en interne parce que les contacts promoteurs de votre marque font du bien en interne et on en a bien besoin dans les entreprises en ce moment. On peut les transmettre au service commercial. Un client promoteur achète plus qu'un client détracteur ou qu'un client passif. Un client promoteur peut aussi être très utile à votre service communication. Ils ont besoin, de faire une communication sur X sujet. C'est bien d'avoir identifié qui sont les clients promoteurs. Un client promoteur peut aussi être utile pour redonner du sens au travail des collaborateurs. On s'imagine dans une enquête, par exemple, post-service après-vente. Ce sont des gens qui prennent au téléphone toute la journée des clients pas contents,
qui n'entendent parler que des clients pas contents. C'est peut-être bien, via les enquêtes, de leur transmettre l'info comme quoi, oui, vous prenez le flot des 3% de clients mécontents, mais à côté de ces 3% de clients mécontents, on a aussi 97% des clients qui sont très contents, très satisfaits, qui nous recommanderaient, et on vous les transmet de temps en temps. On transmet cette information en interne, ça a un fort pouvoir pour redonner du sens dans les entreprises. Donc on va en revenir à notre inventeur du Net Promoter Score. Il s'agit de Fred Reichheld, qui est conférencier, auteur et stratège commercial, et qui, en plus d'avoir inventé ça, a fait des calculs grâce à une observation de plus de 400 entreprises, et qui en arrive à la conclusion suivante: quand le Net Promoter Score augmente, le chiffre d'affaires augmente aussi. Il y a un lien très fort, très puissant entre croissance et Net Promoter Score. Ça n'a rien de surprenant finalement, mais c'est bien de l'avoir théorisé et de l'avoir justifié statistiquement. C'est un phénomène qui s'explique de façon très simple en fait. Vos actions ont un impact positif sur votre croissance parce que justement, on a été capable, grâce au Net Promoter Score pris comme un indicateur, d'aller mener des actions pour améliorer vos services, pour améliorer vos produits, pour retenir vos clients. Du coup, ça va avoir un impact sur l'expérience globale de votre clientèle et sur l'activité de votre point de vente ou de votre boutique ou de votre site internet. Avoir identifié aussi les clients détracteurs va permettre à vos équipes de vente ou de fidélisation de travailler ce segment pour réduire le churn, l'attrition et du coup développer les ventes. Les clients les plus fidèles consomment plus. Et ça amène en plus de clients. Voilà, tout est évidemment très fortement relié. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour compléter ces analyses de données de Net Promoter Score ? On peut déployer des questions de satisfaction qui peuvent être finalement posées au même moment ou à des moments différents. On entend beaucoup, nous, parler de « je veux faire du NPS », nos clients peuvent nous dire ça, mais en fait, c'est plutôt « je veux faire une enquête de Net Promoter Score » et finalement mettre aussi des éléments liés à la satisfaction. Très souvent, ces éléments sont reliés dans les questionnaires pour justement éviter de solliciter trop souvent les clients. Il vaut mieux leur poser plusieurs questions dans un seul et même questionnaire que de les contacter tous les 3 jours pour leur poser une question différente. Là, c'est une question de satisfaction. On va utiliser donc des indicateurs comme le CSAT, par exemple, qui lui mesure la satisfaction des clients. Et c'est bien utile pour comprendre ce que les détracteurs pourraient vous reprocher. L'enquête de satisfaction, ça permet aussi de mieux comprendre les attentes et les besoins du consommateur, tout en détectant les points clés de son expérience client. Le deuxième point, ça va être d'analyser les émotions dans votre parcours. Ça se fait via des outils d'analyse sémantique qui vont pouvoir, grâce à ce que les gens vous disent à l'intérieur des questions ouvertes, de définir, de mesurer quels sont les enchantements, quels sont les irritants et quels sont leurs impacts sur le Net Promoter Score. Je vais vous montrer une slide après, ce à quoi ça correspond. On aura également la priorité à la gestion des détracteurs. Il faut prioriser ça. Dans l'absolu, quand on commence un processus de Net Promoter Score, on doit d'abord traiter les détracteurs, puis après, on doit travailler sur les passifs, puis après, on doit travailler sur les promoteurs. On peut faire les 3 en même temps, mais l'urgence, c'est souvent de travailler sur les détracteurs. Et donc, il faut être capable d'avoir une campagne de rappel, un système de feed, un programme qu'on appelle Close the Loop dans le jargon du CX. On va avoir également la possibilité de transformer ces passifs en promoteurs, avec pourquoi pas un programme de fidélité. Le but, c'est de faire un programme de fidélité qui peut être progressif, en proposant, grâce à des offres adaptées, des éléments où ces clients, qui sont plutôt passifs ou plutôt neutres, ces clients vont se sentir privilégiés. Et pour qu'ils puissent changer de catégorie chez vous, et du coup qu'ils soient à même de promouvoir votre point de vente ou votre marque. Ça peut être l'inscription à des clubs VIP ou à des choses comme ça. On rechigne souvent sur les clients passifs, mais en fait, c'est un des forts leviers pour les convaincre de devenir des promoteurs. Ça peut être aussi, évidemment, de capitaliser sur les promoteurs, en mettant en place des procédures de parrainage client. Alors ça se fait depuis très longtemps, il n'y a rien à inventer là-dessus, mais les promoteurs, lorsqu'ils vous donnent des notes de 9 et 10, ça signifie qu'ils sont prêts à recommander votre boutique à leurs amis ou à leurs collaborateurs. Et pour les inciter à le faire, parce que c'est bien beau de le déclarer, mais il faut encore le faire derrière, on peut les orienter vers un programme de parrainage. La récompense que vous leur proposez, c'est qu'à chaque ami parrainé, ça incitera aussi du coup à parler de vous, on va pouvoir avoir des offres complémentaires, des remises, des réductions pour le parrain et son parrainé ou autre. Le parrainage, ça présente un double avantage pour votre boutique, pour votre agence, pour votre produit. C'est qu'il va vous permettre de fidéliser vos clients actuels
tout en attirant de nouveaux consommateurs. Pour revenir à ce que je disais sur l'analyse des émotions dans votre parcours, quand on mesure en fait les émotions via les verbatims, on est capable de thématiser les verbatims dans de grandes rubriques. Donc comme vous le voyez ici, c'est les notions d'accueil, expérience globale, produit, service, joignabilité. Et si on est dans la banque, ça va être les frais bancaires. Et si on est dans l'hospitality, ça peut justement être encore plus l'accueil. Ce sont des thématiques, des grands thèmes, qui remontent grâce au verbatim. On aura toujours le volume qui va être exprimé. On va voir le Net Promoter Score que nous mettent les gens qui nous parlent de l'accueil, de l'expérience globale, de la joignabilité. Et du coup, on va être capable de mesurer l'impact que ça peut avoir sur votre Net Promoter Score global, de donner de vrais insights pour savoir ce sur quoi on doit travailler de prime abord. Donc voilà les grands exemples que je pouvais vous donner aujourd'hui. Il y a d'autres indicateurs qui existent dans le monde de la mesure de l'expérience client. On a discuté d'ailleurs de certains entre-temps. Il y a le FCR, First Contact Resolution, qui est la capacité d'une entreprise à résoudre les problèmes en une seule fois. Il y a le CSAT, qui lui mesure la satisfaction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Net Emotion Score, qui est relié aux analyses sémantiques. Le Customer Effort Score, qui lui mesure l'effort client, qui plutôt généralement d'ailleurs est relié aux enquêtes post-SAV ou aux enquêtes liées à tout ce qui est processus commerciaux, etc., etc. Et puis, il y a également le VES, pour le Value Enhancement Score, qui est un des derniers indicateurs qui a été communiqué principalement par le Gartner, et qui est très intéressant parce qu'on mesure justement l'amélioration et la valeur ajoutée que nos produits, notre entreprise, procurent aux clients. Voilà pour les grands éléments que je souhaitais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Je vais voir d'ailleurs s'il y en a d'autres. En attendant, je vous affiche les éléments ici. Johan vous a mis également des articles sur notre blog, donc n'hésitez pas à aller les consulter. On complète en général nos différents contenus entre webinars, livres blancs, checklist pour mettre en place des processus de Net Promoter Score, etc. Donc, vous pouvez aller sur notre site web. Il y a beaucoup d'éléments à y prendre, très intéressants. Vous pouvez les télécharger. Alors, on a une petite question en plus qui vient d'arriver. On nous demande, quand on est au top sur le Net Promoter Score comme Amazon, pourquoi continuer une collecte du NPS ? Mais tout simplement, pour cette mesure en continu. Personne n'est à l'abri d'avoir des accros, y compris Amazon. D'autant que eux aussi, ils sous-traitent une partie finalement, que ce soit leur livraison ou leurs produits, parce qu'ils intègrent des boutiques qui ne dépendent pas que d'eux. Donc ça peut évidemment être très fort et très puissant dans ce sens-là que d'avoir une évaluation en continu. Alors on nous dit aussi que ça peut être un peu plus orienté business grâce à Google Analytics. Alors oui, mais tout le monde n'a pas une e-boutique. Et donc, Google Analytics ne peut pas tout mesurer. Évidemment, ça a du sens quand on est sur une e-boutique, mais ça ne mesure pas la recommandation, par exemple. Ça mesure des chemins, ça mesure des parcours, mais ça ne mesurera pas la recommandation. Bien, et j'espère avoir pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à mettre une petite note sur un encart qui doit être quelque part là sur le côté. Et si vous souhaitez nous mettre justement une note et un petit commentaire en plus, le but c'est aussi qu'on s'améliore au fur et à mesure du temps. Johan vous met justement une autre infographie sur les 7 grandes étapes pour mener un bon projet de Net Promoter Score. Vous pouvez télécharger cette ressource, elle pourra vous être utile. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et vos questions aujourd'hui. Vous pouvez nous solliciter, nous contacter si vous avez besoin ou si vous voulez poser des questions, la tête reposée, plus tard. Vous recevrez tous, d'ailleurs, le PowerPoint qu'on va vous retransmettre directement par email. Et puis, au plaisir d'échanger bientôt avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinar. À très bientôt. Au revoir.